Le cours complémentaire de Matha était distant de notre maison d'environ 11 kilomètres. Mon père décida de m'acheter une motocyclette de marque Gnumrun pour que je puisse aller chaque jour en classe. C'était une superbe machine chromée. Il avait fait ce choix car avant-guerre, les motos de cette marque étaient très réputées. Malheureusement, la conception du vélomoteur montra une faille. Le moteur avait un défaut et l'appareil se révéla peu fiable. Il tombait régulièrement en panne et lorsque cela arrivait, je devais pédaler pour achever mon parcours, ce qui était une épreuve, car le moteur alourdissait considérablement le poids du vélo. Par ailleurs, les collégiens des villages environnants utilisaient de simples vélos. Ils cheminaient de concert et j'avais envie de me joindre à eux. Je suppliai donc mon père de m'acheter un vélo pour pouvoir, moi aussi, faire le trajet en leur compagnie. Devant mon insistance, il finit par se laisser convaincre et je finis par posséder un robuste vélo de la marque Peugeot, comme en ont les cyclotouristes. À partir de ce moment, je pouvais faire le trajet, accompagné de mes camarades de route. Nous nous donnions rendez-vous sur la route de Matha, au carrefour de Beauvais et de Massac, en bas de la descente de la route de Beauvais. D'autres camarades nous rejoignaient, venant de Bredon et au carrefour d'Impes. Nous étions, selon les jours, entre une dizaine et une douzaine de collégiens de tous âges. Nous avions prévu une plage horaire suffisante pour pouvoir tranquillement rejoindre le collège. La plupart du temps, nous occupions la totalité de la largeur de la route, ce qui ne posait pas trop de problèmes de sécurité. La circulation automobile, au cours des années 50, était très faible. Lorsqu'un véhicule arrivait, nous nous mettions en file indienne le temps d'un croisement ou d'un dépassement et nous réoccupions aussitôt toute la largeur de la route. Dorénavant, ma mère allait pouvoir surveiller mes devoirs et mes leçons. Le handicap était grand et j'eus une année de 5e laborieuse. Mon professeur de français, M. Rivet, m'avait pris en grippe. Mon orthographe le désespérait. Je faisais régulièrement entre 30 et 40 fautes dans les dictées, toujours la conséquence de mon apprentissage raté de la lecture au cours préparatoire et des 2 années passées au lycée d'Angoulême, où j'avais régressé. J'avais également un niveau catastrophique en anglais, niveau dû à mes absences en 6e et à mon manque d'assiduité. Seules les mathématiques me permirent de flirter avec la moyenne, et grâce à elles, en fin d'année, je pus passer dans la classe supérieure. Cette année-là, j'étais dans ma 14e année. Il était de tradition, au cours complémentaire de Matha, que les élèves de 14 ans se présentent au certificat d'études primaires en même temps que tous les élèves des écoles communales du canton. Les professeurs se glorifiaient des résultats de leur établissement. Ils obtenaient régulièrement des taux de réussite maximum, atteignant la plupart du temps les 100%. Il était inconcevable pour eux que mon inscription à cet examen entraîne un échec et qu'ils n'obtiennent pas, comme par le passé, un taux de réussite maximum. Mon niveau en orthographe augurait mal de mon éventuelle réussite. Le 0 en orthographe était éliminatoire. Malgré le soutien de M. Moreau, mon professeur de mathématiques, M. Rivet, mon professeur de français et d'anglais, et M. Fontenot, le directeur du cours complémentaire, refusèrent de me présenter à l'examen. Mon père, très en colère, n'accepta pas cette décision. Il décida que je me présenterais en candidat libre. L'examen arriva. J'eus ce jour-là, et cela se confirma par la suite lors d'autres examens, une réussite insensée.
je me sublimais dans ces conditions particulières. Tout me sembla facile, même la dictée ne me sembla pas insurmontable. L'épreuve de rédaction me plut particulièrement. Le sujet proposé, dont j'ai aujourd'hui oublié la teneur, m'inspira et j'écrivis une longue page. Je réussis parfaitement l'épreuve de mathématiques et même les questions d'histoire, de géographie et de sciences m'inspirèrent, bien que pour nous les collégiens, ces matières ne correspondaient pas à notre programme de l'année. La lecture, le chant, la récitation et le dessin furent également des épreuves passées sans aucune difficulté. Au final, j'attendais le résultat assez confiant. Il y eut une longue attente pendant que le jury corrigeait les épreuves et délibérait. Enfin, le moment de la proclamation des résultats arriva. Chaque année, des prix cantonaux étaient attribués aux 2 élèves arrivés en tête au total des points obtenus. L'inspecteur départemental de l'éducation nationale proclamait leur nom, le nom de leur école et les félicitait avant la lecture de la liste des candidats reçus. Chaque instituteur, chaque directeur d'école attendait avec fébrilité ce moment. L'obtention d'un prix cantonal pour un enseignant était source d'orgueil. C'était en quelque sorte la reconnaissance de la qualité de l'enseignement dispensé dans l'école. Parmi les 25 écoles situées dans les communes du canton, 2 ou 3 classes de fin d'études se disputaient traditionnellement cet honneur. Les professeurs du cours complémentaire se contentaient d'un taux maximum de réussite. Leur enseignement, trop éloigné du programme des classes de fin d'études, ne permettait pas à leurs candidats de lutter à armes égales pour l'obtention de ce trophée. L'attribution de ces prix dépendait pour beaucoup des notes obtenues aux épreuves d'histoire, de géographie et de sciences, de dessin pour les garçons ou de couture pour les filles, et là, les candidats du cours complémentaire devaient se préparer seuls, à l'aide d'annales achetées dans le commerce. Cela représentait un handicap qui ne permettait que rarement aux candidats de 5e et de 4e de briguer une place parmi les tout premiers à l'examen. L'instant tant attendu était enfin arrivé. L'inspecteur départemental de l'éducation nationale s'avança en haut des marches, situées à la sortie du couloir, sous le préau, où tous, parents, candidats et enseignants, s'étaient réunis en attendant la proclamation des lauréats. Sans surprise, comme presque chaque année, le nom de l'élève reçu premier du canton était un élève de la Brousse. Son total de points obtenus était remarquable. Une clameur et des applaudissements retentirent, pendant qu'un sourire satisfait éclairait le visage de M. Pertuis, le directeur et maître de l'élève. Après un moment d'attente, le temps que le calme revienne, l'inspecteur prononça le nom de l'élève ayant obtenu le 2e prix cantonal et indiqua comme précédemment son école d'origine et son total de points très proche du total des points obtenus par le premier du canton. Il mentionna également qu'il s'était présenté en candidat libre. Un grand et long silence suivit cette proclamation. C'était mon nom, Louis-Paul Berland, qui venait d'être prononcé. Des applaudissements se firent enfin entendre. J'étais soudain devenu muet. J'étais abasourdi par l'annonce. La surprise était totale. Les instituteurs des écoles du canton semblaient assez vexés qu'un élève du cours complémentaire leur subtilise un trophée qui d'habitude leur revenait. Les professeurs du cours complémentaire, de leur côté, cachaient mal leur gêne. Un élève qu'ils n'avaient pas voulu présenter leur apportait, en candidat libre, une distinction qu'ils n'arrivaient pas à décrocher habituellement. La confusion était totale. Seul M. Moreau, mon professeur de mathématiques, à l'écart du groupe, avait un sourire amusé. Le lendemain, en classe,
j'eus droit à une réflexion un peu grinçante de M. Rivet, mon professeur de français et d'anglais, sur mon implication en classe. En fin d'année, M. Rivet convoqua mes parents et leur recommanda de me faire donner des cours d'anglais durant les grandes vacances. Il espérait que je comblerais ainsi en partie mon retard. Mes parents s'exécutèrent. Ils trouvèrent, près de chez nous, dans le village de Fondouce, à quelques kilomètres de la maison, une jeune professeure de dessin en vacances. Celle-ci avait de bonnes connaissances en anglais, et elle accepta de m'aider à faire les exercices préconisés par M. Rivet. Celui-ci avait en effet préparé à mon intention toute une batterie d'exercices de révision portant sur la grammaire anglaise. Je devais les lui remettre à la rentrée d'octobre. La jeune professeure devait avoir entre 25 et 28 ans et était fort jolie. Elle ne portait pas de soutien-gorge. Son léger corsage échancré laissait paraître ses seins, et j'étais fort troublé à leur vue lorsqu'elle se penchait par-dessus mon épaule. Je ne sais si elle agissait ainsi par insouciance ou par esprit de provocation. J'adorais ces séances de soutien. Je m'y rendais chaque fois avec enthousiasme. Mais, durant le temps que durait la leçon, mon esprit était ailleurs, et je n'entendais guère les explications ou les conseils qu'elle pouvait me donner. Le résultat ne fut pas brillant. À la rentrée des classes, je remis mes devoirs de vacances à mon professeur. Je n'en entendis plus parler. Je ne sus jamais si les exercices d'anglais avaient été correctement exécutés. L'année suivante, en quatrième, démarra pour moi de façon catastrophique. J'avais dû, inconsciemment, m'imaginer que mon exploit au certificat d'études m'avait permis de rattraper mon retard. Par ailleurs, mon début d'adolescence m'emmenait à rêvasser de plus en plus, tout en apprenant les leçons ou en faisant mes devoirs. Je passais des heures devant mes livres et mes cahiers, sans toutefois me concentrer sur mon travail. Le résultat ne se fit pas attendre. Les notes en classe étaient de plus en plus désastreuses. Pendant les cours d'anglais dans la classe de Madame Pellado, je passais mon temps à faire rire mes camarades lorsque j'étais interrogé au tableau. Dès qu'elle tournait la tête, je faisais des mimiques qui déclenchaient l'hilarité générale. Je reprenais une attitude sérieuse lorsqu'elle me regardait à nouveau. J'étais si habile dans cet exercice que Madame Pellado ne parvenait pas à me surprendre. Cette pauvre professeure avait toute la peine du monde à faire cesser le chahut dans sa classe. C'est bien plus tard que je compris le supplice qu'elle devait endurer à cause de mes pitreries. La fin du premier trimestre me fut fatale. J'avais une petite amie dans la classe. Colette Robin était une des meilleures élèves. Elle se disputait la première place avec une autre brillante élève, Jeannine André. Le jour du contrôle de mathématiques, notre professeur eut la fâcheuse idée de nous faire changer de place afin d'éviter les tricheries. Il me fit asseoir à côté de Jeannine, dans le but d'éviter que mon camarade de table, qui ne brillait pas particulièrement dans cette matière, puisse profiter de ma copie. Jeannine André, habituellement, réussissait bien en mathématiques. Ce jour-là, elle eut un passage à vide et se mit à paniquer. Du coude, elle me sollicita pour que je la laisse profiter de mon devoir. J'eus la faiblesse de la laisser faire. Colette Robin aperçut la manœuvre. Elle attendit le résultat de l'épreuve. Jeannine et moi-même avions obtenu la note maximum, 20 sur 20. Colette fit ses comptes. Au classement général, sa camarade lui passait devant. Elle se retrouvait seconde. Par jalousie, elle alla dénoncer sa camarade auprès du directeur, M. Fontenot. M. Fontenot nous convoqua, Jeannine et moi-même. Nous fûmes déclassés. Notre note se transforma en un 0. Jeannine repartit en larmes et perdit sa première place
au profit de sa camarade. Moi, j'y perdis ma copine qui ne me pardonna pas mon geste. Ce 0 en mathématiques plomba ma moyenne. Je me retrouvai bon dernier de la classe, 25e sur 25, avec une moyenne générale de 8 sur 20, alors que le 20 que j'avais obtenu m'aurait permis d'atteindre cette fameuse moyenne. C'en était trop. J'étais devenu le cancre de la classe. Le directeur convoqua mes parents et leur signifia que ma place n'était pas à l'école. Il valait mieux, pour mon avenir, que mes parents me retirent de l'établissement et qu'ils envisagent de me placer en apprentissage. Mon père lui rétorqua que j'avais commencé l'année scolaire et que je la finirais. On aviserait en juillet. Le retour à la maison fut chaud. Je suppliai mon père de me retirer et de me mettre en apprentissage à Cognac, chez monsieur Martin, un de ses clients commerçants en produits laitiers. Je ne voulais plus aller à l'école et je voulais faire du commerce. Mon père refusa et me redit ce qu'il avait affirmé au directeur. J'avais commencé l'année scolaire, je la terminerai. En attendant, j'avais tout intérêt à arrêter mes pitreries et à me mettre sérieusement au travail. De son côté, ma mère prit les affaires en main. Elle m'imposa, chaque jour, une séance d'orthographe pour combler mes lacunes. Je lui dois beaucoup, car son insistance, au fil des semaines, finit par produire leur effet. Patiemment, elle m'expliquait les règles grammaticales. Je finis par m'améliorer. Le second trimestre me permit de redresser la barre. Ma moyenne se hissa à 9,9 et le directeur, pour m'encourager, l'arrondit à 10. J'avais cessé mes pitreries pendant les cours d'anglais. Même M. Rivet m'avait félicité durant une séance de français. Ce jour-là, nous devions, par paire d'élèves, déclamer une scène d'une des pièces de Molière. Je jouais un valet, et mon camarade, Jean-Marc Loumeau de Louzignac, me donnait la réplique. Ma prestation avait provoqué les applaudissements de mes camarades. Bien plus tard, j'eus l'occasion de vérifier que j'avais quelques dispositions pour jouer au théâtre. Une autre fois, M. Rivet m'avait à nouveau félicité parce que j'avais été le seul à observer le sens caché d'un passage d'un texte d'auteur qui maniait l'humour. J'étais sur la bonne voie. Au cours de cette année de quatrième, nous devions commencer l'apprentissage d'une seconde langue. Celle qui nous était proposée à Mata était l'espagnol. La personne qui devait nous enseigner cette discipline était la femme de M. Rivet. Malheureusement, elle était décédée l'année précédente à la suite d'une maladie, et le directeur, M. Fontenot, était bien embarrassé. Il avait dû faire appel au beau-père de M. Rivet, le père de sa femme décédée, qui était d'origine espagnole. Seulement ce monsieur, retraité, était un ancien négociant en vin qui n'avait aucune notion de pédagogie, et son enseignement se révéla catastrophique. Nous passions le plus clair de notre temps à chahuter, et nous n'avons pas appris grand-chose cette année-là. Au troisième trimestre, toujours grâce à ma mère qui contrôlait mes devoirs et me faisait réciter mes leçons, ma moyenne générale fut de 12,5. Au final, la moyenne générale s'établit à 10 et je passai en troisième. Le directeur n'y trouva rien à redire. Je passai donc en troisième. L'année allait se dérouler sans à-coups. J'avais toujours une faiblesse en orthographe et en anglais. Le reste des matières était beaucoup plus satisfaisant, particulièrement les mathématiques. J'avais le soutien total de mon professeur de mathématiques. Le brevet approchait. Cela valut au professeur de français et de mathématiques de parier sur mes chances de réussir l'examen. J'appris que de son résultat dépendait le sort d'une caisse de bouteilles de champagne. J'abordai l'examen en parfaite décontraction. Comme 2 ans auparavant, mes capacités s'en trouvèrent décuplées. Contre toute attente, les épreuves me semblèrent faciles. J'évitai par miracle le 0 éliminatoire de l'épreuve de la dictée. J'obtins le droit de passer l'oral.
Le jour de l'oral, à la différence de mes camarades, notamment les filles qui stressaient énormément, j'y allais parfaitement décontracté. Notre directeur, parti au renseignement, vint nous confier, en fin d'épreuve, pendant que nous attendions la proclamation des résultats, que j'avais obtenu la meilleure note des candidats à l'épreuve d'histoire. Il était très fier des 16 sur 20 dont m'avait gratifié l'examinatrice. C'est lui qui enseignait cette matière, et cela flatta son amour-propre. Ce jour-là, je me surprenais à trouver des réponses et à analyser des faits historiques avec une logique inhabituelle. Seule une date réclamée en conclusion par mon examinatrice me fit hésiter un instant, mais j'eus la chance, en répondant, un peu au hasard, de ne pas me tromper. Tout me réussissait. Pendant ce temps, mes camarades filles, si brillantes habituellement, se morfondaient, ayant perdu tous leurs moyens, et craignaient que leur stress ne les prive d'une réussite pourtant programmée. Il n'en fut rien. Nous fûmes tous reçus à la satisfaction générale. La fin de l'année fut consacrée à notre inscription en classe de seconde. Je ne sais pas pourquoi, mais là encore, mes parents décidèrent de m'inscrire comme interne au lycée de Cognac et non au collège de Saint-Jean d'Angély, qui, bien que son nom ne l'indique pas, préparait également au baccalauréat. Le collège de Saint-Jean d'Angély avait un statut particulier. C'était un établissement départemental, mais il avait les mêmes prérogatives qu'un lycée. Peut-être mes parents avaient-ils choisi le lycée de Cognac parce qu'ils connaissaient M. Martin, le commerçant en produits laitiers, et qu'ils espéraient de cette façon avoir, sur place, un ami qui pourrait me servir de correspondant.